Il y a plus de 2 siècles, en France, 2 frères, Étienne et Joseph Montgolfier, inventent une machine volante qui emporte pour la première fois dans l'histoire des hommes dans le ciel. Le plus vieux rêve de l'homme se réalise. Sous les yeux ébahis de la population parisienne, démarre alors une incroyable compétition. Les apprentis aéronautes inventent des ballons de toutes sortes, les vols s'allongent et les tentatives de record se multiplient. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi les hommes ont-ils été si fascinés par cela? En partie parce qu'ils voyaient un être humain voler pour la première fois. C'était notre plus vieux rêve. Aujourd'hui, dans une prairie du nord de l'Ardèche, à l'endroit même où cette aventure a commencé, une équipe de passionnés et de pilotes de montgolfières a décidé de suivre les traces de ces glorieux inventeurs. On le sort tel qu'il est là. Attention, il y a plein de suspentes partout. Depuis plusieurs mois, ils ont cherché les techniques et les matériaux utilisés par leurs prédécesseurs. Puis, ils ont passé des semaines à reconstruire le ballon qui fut le premier à quitter la Terre. Mercedes Taravillo et Guillaume de Montgolfier, l'un des descendants des célèbres frères, sont fabricants de ballons modernes. Ils en ont construit plus d'une centaine. Au moment où se prépare l'envol de cette réplique, ils espèrent avoir répondu aux questions qui se sont posées tout au long de leur travail. Comment le rêve des pionniers a-t-il pu prendre forme? Comment ont-ils confectionné leurs ballons et trouvé le chemin du ciel? Et quels ont été les instants les plus marquants de la conquête de l'air? L'histoire des premiers vols humains commence à Annonay, une petite ville d'Ardèche. En ce mois de juin 1783, Étienne et Joseph Montgolfier ont construit avec succès plusieurs petits ballons dans l'enceinte de la papeterie familiale. Ils décident alors de réaliser leur première expérience publique. Un vol que les habitants d'Annonay commémorent encore aujourd'hui, sous l'œil des descendants des célèbres inventeurs. Leur ballon, fabriqué avec le papier de l'entreprise et de la toile d'emballage, mesure 10 mètres de haut. Pour le gonfler, Étienne et Joseph allument un feu de paille et glissent le foyer sous l'enveloppe du ballon. Quand la chaleur est suffisante pour soulever l'aérostat, les 2 frères coupent les cordes et le ballon s'envole. Pas de problème. On attend qu'ils redescendent. En 10 minutes, il monte jusqu'à 1000 mètres de haut, avant de se poser à 3 km de son point de départ. Ce jour-là, le public médusé comprend qu'il est en train de vivre un moment unique de l'histoire. Les ancêtres étaient, disons, assez inventifs et suffisamment fous pour aller faire des choses extraordinaires, quoi. Un engin de cette masse, de ce poids qui quitte le sol pour aller vers le ciel, c'était inimaginable. Et la question qui se pose à la fois dans le public mais aussi dans le milieu scientifique, c'est comment ont-ils fait? La légende raconte qu'un soir, Joseph Montgolfier, perdu dans ses pensées, remarque que la chemise de son épouse se gonfle dans la cheminée. La chemise enfle, virevolte, puis, un court instant, semble même s'envoler légèrement, avant de s'affaisser. Pour Joseph, c'est une révélation. Il se demande si cette force, produite par l'air chaud, ne serait pas utilisable par une machine. Il n'a dès lors plus qu'une seule idée en tête. Va-t-il réussir à construire le premier vaisseau volant? C'est un tournant pour la vie familiale et l'entreprise familiale qui est en train de se dessiner par ce soir d'hiver au coin du feu, quoi. Joseph débute son travail en fabriquant des petits ballons en papier qu'il lance, avec son frère Étienne, à l'abri des murs du château de Brogieux. De très courts vols que commémorent Mercedes, Guillaume et Jean-Claude Ragaru sur les lieux mêmes où ils se sont produits.
Grâce à leur intuition, les ancêtres de Guillaume ont su quitter la terre ferme. Mais comment ont-ils dessiné, fabriqué et piloté leur future machine? Ces questions sont à l'origine de l'idée sans doute un peu folle de l'équipe. Reconstruire le premier ballon qui fut capable d'emporter 2 hommes dans le ciel. La première étape du projet consiste à retrouver la forme et les dimensions de ce ballon. Ce sont des brouillons, mais il y a à chaque fois le détail. Ici, vous avez des calculs où ils ont calculé justement la force qu'il fallait pour élever un ballon qui faisait tel poids. Mais dans ces innombrables pages de calcul, aucun croquis ne permet à l'équipe de découvrir la forme exacte de l'aérostat. Pour Jean-Claude, seul un dessin de Joseph Montgolfier, détenu par le musée de l'air et de l'espace du Bourget, montre l'aspect du ballon à construire. On a un cône dans la partie supérieure, un cylindre ici et un tronc de cône dans la partie inférieure. Bon, ça ressemble tout de même à la montgolfière que l'on va connaître. Et si tu réalises ce ballon-là, tu n'as pas de problème. Empiriquement, Joseph a calculé les dimensions de ce ballon capable d'emporter 2 hommes. Il doit faire 23 mètres de hauteur et 15 mètres de diamètre. Un monstre de toile et de papier, aussi haut qu'un immeuble de 8 étages. Comment reconstruire un tel aérostat? Pour Mercedes, ce défi impose des précautions. Une maquette à l'échelle 1/10 montre comment ce ballon sera réalisé, comme la machine originale, à partir de 24 fuseaux de toile et de papier. Ça fait un joli ballon, 2200 mètres cubes. Ça sera un joli bébé, hein. Je sais d'avance que ça va pas être facile. Ça sera pas simple, mais c'est réalisable. La nouvelle de la reconstruction du ballon des frères Montgolfier a traversé l'Atlantique. Le conservateur du musée de l'air et de l'espace de Washington, Tom Crouch, est un passionné d'aérostation. Reconstruire le ballon des Montgolfier est un problème considérable. Le premier ballon, celui de 21 novembre, fait plus de 20 mètres de haut et 15 de diamètre. C'est énorme. Tom a écrit un livre sur l'aventure des premiers ballons. Pour lui, les frères Montgolfier ne sont pas les seuls acteurs de cette histoire. Si leur nom est passé à la postérité, ils le doivent à la compétition qui les opposa à un inventeur français méconnu, Jacques-Alexandre Charles. Dans cette course au ciel, Charles va prendre une direction radicalement différente. Il ne soupçonne pas que le ballon de Joseph et Étienne tire sa force de la chaleur d'un foyer. Pour lui, qui possède son propre laboratoire, il est évident que les 2 frères ont utilisé de l'hydrogène, ce gaz 11 fois plus léger que l'air et qui permet donc, sans faire de feu, de s'envoler plus facilement. À Londres, Tom a retrouvé des lettres qui rapportent les expériences de ce concurrent redoutable. Leur auteur s'appelle Benjamin Franklin. Le diplomate américain est alors en France pour négocier l'indépendance de son pays. Mais il est aussi physicien. Il vient d'ailleurs d'inventer le paratonnerre. 2 mois seulement après le vol du ballon des Montgolfier à Annonay, il assiste, fasciné, au vol du premier prototype de Charles et envoie son récit à la fameuse Royal Society de Londres. Le champ de Mars était envahi par la foule. Et soudain, on vit le ballon s'élever. Une pluie fine l'avait humidifié, de telle sorte qu'il brillait et lui donnait une très belle allure. Son volume diminua tandis qu'il s'élevait.
il semblait à peine plus gros qu'une orange. Franklin voulait être sûr que ses collègues anglais, qui n'avaient jamais vu quelque chose comme cela, puissent savoir à quoi il ressemblait et comment les choses se passaient. C'est un récit merveilleux, celui du premier vol d'un ballon à gaz jamais réalisé. Ce jour d'août 1783, l'atterrissage du prototype de Charles provoque une belle panique à Gonesse, un village à quelques kilomètres au nord de Paris. Pour ces paysans, l'arrivée de ce ballon ne peut être que l'expression d'un phénomène surnaturel. Vous savez, quand un ballon est sur le sol, il n'est pas juste posé comme ça. L'hydrogène se déplace et le ballon fait ce genre de mouvement. En plus, il est tombé au beau milieu d'un groupe de paysans complètement effrayés, à tel point qu'ils l'ont attaqué avec leurs faucilles. Et une fois qu'il a été détruit, ils l'ont attaché à la queue d'un cheval et tiré en triomphe dans les rues de la ville de Gonesse. Donc vous voyez, le premier ballon à hydrogène du monde a connu une très triste fin. À Annonay, les frères Montgolfier ont réussi leur premier vol public avec un ballon à air chaud. Charles, lui, vient de réussir son premier vol à l'hydrogène et ramène son ballon mutilé à Paris. Dans cette lutte qui s'annonce, l'étape suivante se veut décisive. Qui sera le premier homme à monter à bord d'une machine volante? Pour construire son prochain ballon, Étienne Montgolfier utilise une simple toile de coton, sur laquelle il colle des feuilles de papier produites par l'entreprise familiale. Pour Mercedes et Guillaume, qui construisent d'ordinaire des montgolfières en nylon, fabriquer un ballon avec cette méthode est un pari effrayant. Car comment trouver un papier identique au papier de l'époque, qui ne se déchire pas et qui soit en même temps assez léger? Peut-être que vous pouvez nous aider là-dessus. Quels sont vos impératifs techniques sur la construction du ballon? Déjà pour nous, il ne faut pas que ça soit trop lourd, hein. Mais en plus de ça, on va lui demander à ce qu'il soit solide, qu'il soit le moins poreux possible et si possible le plus léger. Depuis le XVIIIe siècle, le moulin Richard Debat conserve les méthodes utilisées par les frères Montgolfier pour produire du papier. Des chiffonniers récupèrent des pièces de lin, de coton ou de chanvre qui sont découpées en petits morceaux. Mélangés avec de l'eau, ils sont ensuite martelés et se décomposent jusqu'à devenir de la pâte à papier. À l'étape suivante, les papetiers choisissent l'épaisseur des feuilles à produire. Dans une cuve, la pâte est à nouveau mélangée avec de l'eau. Plus elle est épaisse, et plus le papier sera lourd et solide. Plus la pâte est liquide, plus le papier sera fin. Pour fabriquer leur ballon, les frères Montgolfier ont dû faire ce choix entre légèreté et solidité. Le 180 grammes. Donc là, déjà, on a récupéré une certaine souplesse dans le papier, pour le travailler. Ça, c'est pas mal. Hein. Ouais, parce que après, et là, ça va être on va avoir encore un petit peu plus fin, du 120 grammes. Finalement, on voit pas trop la différence. Et là, on prendra une sécurité mécanique. Ouais. Les lettres laissées par Joseph et Étienne montrent qu'ils ont utilisé des feuilles de papier pour assurer l'étanchéité de l'enveloppe et de la toile de coton pour garantir la solidité de la construction. Mais peut-on réellement construire un ballon de cette façon? Malgré son apparente simplicité, cette méthode inquiète les membres de l'équipe. Pour Tom, le conservateur du musée de l'air et de l'espace de Washington, la curiosité a été trop forte. Il n'a pu s'empêcher de rejoindre Mercedes et Guillaume. Salut. Bon alors, vous avez commencé sans nous? Bonjour. Et sur Tom, on vous a pas attendu. On a posé le premier. Bonjour Tom. Bonjour. 6000 à faire, je crois, non? Bon, on va faire participer Tom. Vous voulez poser avec moi? Oh, this is an honor. Voilà. On le tourne.
Comme ça. Alors, tenez-le en l'air, je vous dirai, on baisse. De combien Il faut Ouais, un bon centimètre. Un bon centimètre. Oui, ça. Celui-là, ça... C'est un honneur de participer à cette expérience, de reconstruire le ballon des montgolfiers après toutes ces années. Vraiment magnifique. Et d'utiliser le même type de papier et les mêmes matériaux que ceux de 1783, c'est vraiment excellent. Les premières heures passent sans difficulté. Les membres de l'association utilisent, comme les frères Montgolfier, une colle à base de peau de poisson. Le travail semble presque trop facile. C'est vrai qu'il y a cette incertitude de se dire comment ça va réagir après le séchage. C'est la grosse question. Et après séchage, est-ce que le papier va être bien collé sur le tissu? Vas-y, là, ça... Oh là là. Non, bah écoute, là, ça n'a pas marché. Oh là 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 là. Ouais. Ça n'a pas collé du tout. C'est que ça, la colle n'a pas prise, en fait. Là, on l'a dilué. On voit que le panneau s'est imbibé, en fait, complètement. Ouais. C'est sec, mais ça n'a pas collé. Premier gros problème. L'encollage du papier sur la toile est complètement inefficace. Des feuilles entières s'arrachent sans difficulté. Oui, il y a une petite remise en question là sur réellement la fabrication de ces panneaux. Hein, on n'a pas fini, quoi. Ouais. Est-ce parce que la colle de poisson, très onéreuse, a été trop diluée? Les premiers encollages se terminent sur un constat d'échec. L'équipe décide de recommencer en utilisant cette fois une colle à papier peint de fabrication moderne. Ce sera la bonne solution. Ici. C'est fini. La première section de ballon est terminée. Il n'y en a plus que 23 à faire. Septembre 1783. Une rumeur se propage. Un homme va oser monter à bord d'un aérostat, 2 semaines seulement après le vol du petit ballon à gaz de Charles. Mais Louis XVI s'oppose à cette expérience avant d'avoir eu la démonstration qu'il ne sera pas mortel. Car si cette ascension a lieu à Versailles, elle devient aussi un peu la sienne. Elle doit donc être réussie. Comment contourner la volonté royale? Étienne Montgolfier va avoir une idée lumineuse. Faire voler des animaux. Au matin du 19 septembre, dans les jardins du château de Versailles, une cage en osier transportant un mouton, un coq et un canard est fixée à un grand ballon à air chaud. L'expérience est semblable à celle que firent les Américains avec un singe ou les Russes avec un chien, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'explorer un univers inconnu, puisque ces animaux sont les premiers voyageurs aériens. À l'époque, aucun scientifique ne sait en effet si l'homme peut survivre dans un univers aussi inconnu que le ciel, qui paraît vide et effrayant. Des gens avaient escaladé les montagnes, donc ils savaient qu'au sommet des montagnes, il y a de l'air à respirer. Mais ils n'étaient pas sûrs que l'atmosphère suivait les contours de la Terre et qu'il y avait de l'air ne serait-ce que 30 mètres au-dessus de la surface. Donc, il était important de faire une expérience avec des créatures vivantes, juste pour être sûr qu'il y avait là-haut quelque chose à respirer. Plus fort, plus fort. Roland de Montgolfier, l'oncle de Guillaume, possède une réplique construite en nylon de la montgolfière de Versailles.
C'est inespéré de se retrouver dans un cadre pareil. Faire voler un ballon comme ça, c'est extraordinaire. Moi, j'essaie de me mettre dans le contexte et surtout dans la peau de ces personnes de cette époque. Et en fait, elles devaient se dire, mais par quelle magie, parce que ça reste invisible, mais par quelle magie cette chose prend forme, pourquoi ça s'élève? Ce 19 septembre, à 13 h, le gonflage du ballon avec un feu de paille se termine. 4 hommes approchent la cage portant les animaux et la suspendent au globe royal. Au coup de canon, ils coupent les cordes et le ballon s'élève. Après quelques minutes de vol, le ballon refroidit et descend donc lentement, dans un bois à environ 3 km de son point de départ. Les animaux sont sains et saufs. Ils sont vite rejoints par 2 cavaliers. L'un d'eux deviendra célèbre. Il s'appelle Jean-François Pilâtre de Rosiers. Quelques semaines plus tard, il sera le premier homme à prendre le chemin du ciel. Le vol de Versailles provoque une véritable fièvre. Objets, robes ou chapeaux célèbrent la nouvelle mode. Des vendeurs à la sauvette proposent des petits ballons à chaque coin de rue. Ils emplissent le ciel de la capitale. Une question est désormais sur toutes les lèvres. Un homme va-t-il oser défier les lois de la pesanteur? Étienne est bien décidé à profiter du succès du vol de Versailles. Il s'installe à Paris, chez Réveillon, la manufacture royale de papier peint. C'est là qu'il compte fabriquer une nouvelle machine, plus imposante encore, dont les ornements seront entièrement consacrés à la gloire du roi. Pour Mercédès et Guillaume, le travail de décoration est une nouvelle gageure. Le ballon bleu des frères Montgolfier est paré, sur toute sa surface, de motifs royaux destinés à flatter Louis XVI. Mais comment retrouver les couleurs utilisées par Réveillon, le bleu azur de la royauté française, les ocres et les ors? Et comment reproduire des ornements aussi complexes? Une fabrique de papier peint, en Alsace, travaille toujours en respectant les pratiques de cette époque. Alors, retrouver les couleurs, comme on n'a pas d'élément original de la montgolfière, on a toute cette série de gravures qui a été faite à l'issue du vol. Or, chacune des gravures a un bleu différent. Donc il va falloir qu'on se base sur les pigments qui étaient utilisés au XVIIIe siècle et essayer de faire un compromis entre une gravure qui est un peu naïve, on va dire, au niveau du motif, et une qui paraît plus précise. Pour Jean-Baptiste Martin, restaurateur spécialiste de cette période, les seuls pigments bleus de l'époque étaient l'indigo et le bleu de cobalt. Et c'est grâce à un savant mélange de ces 2 coloris, avec du blanc de Meudon, que le bleu royal était créé. Et les dorés, c'est pareil, c'est à base d'or, justement. Les papiers peints de Réveillon montrent par quel autre tour de main les ouvriers obtenaient la couleur or. On a, au niveau des coloris, c'est intéressant pour notre ballon parce que on voit bien que tout ce qui a voulu être représenté en couleur or est en fait un travail avec des ocres jaunes, des terres, qui donne l'effet de relief, l'effet de dorure. Et ça, c'est ce qu'on va certainement utiliser pour le ballon, c'est-à-dire qu'on a un jeu
d'ocre jaune et de terre qui donnent l'impression de l'or. Retour à Annonay. Face à la taille imposante des fuseaux à reconstruire, l'équipe a dû quitter l'atelier de Mercedes et investir les vastes locaux d'une ancienne entreprise. Leur mise en couleur démarre. On y va? Allez. Et comme chez Réveillon il y a 2 siècles, Mercedes et quelques amis entament la couture des 2 premiers fuseaux. Une progression qui s'effectue centimètre par centimètre. C'est du vrai carton, hein? J'ai la sensation de piquer un morceau de cuir, hein, tellement c'est épais et dur. Je me pique les doigts, mais bon, petit à petit, on avance, on avance. Oh là là, mais c'est plein de sang. C'est plein de sang. Alors il y a le sang du Benjamin, le sang de... Mais c'est un endroit maudit, non? Non? Après 4 heures de travail, les membres de l'équipe n'ont cousu que les 4 premiers mètres des 2 premiers fuseaux. J'y ai laissé mon sang. Exactement. Et une information surprenante vient les interrompre. Jean-Claude Ragaru a découvert chez un collectionneur une lettre qui raconte que 5 jours seulement avant le vol des animaux à Versailles, la pluie d'un orage a entièrement détruit le ballon d'Étienne. Il écrit à propos de cette expérience de Versailles: j'ai pris à cet effet de la toile de fil et de coton que j'ai fait peindre sur les 2 faces, etc., etc. Pris par le temps, Étienne a donc reconstruit un nouvel aérostat en utilisant cette fois un simple tissu qu'il a enduit d'une couche de peinture. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on change de matériau aujourd'hui pour arriver un peu plus concrètement à une solution un peu plus résistante et facile à réaliser À l'atelier, l'équipe prend connaissance du contenu de la lettre et des conséquences qu'elle implique. Abandonner la fabrication des fuseaux de toile et de papier. Après un court moment de découragement, la confection du ballon reprend. En fait, cette nouvelle simplifie le travail. Il suffit maintenant de découper les fuseaux dans une pièce de toile avec un simple ciseau. Très vite, un nouveau jeu de fuseaux se prépare et une nouvelle étape s'engage. Le double L de Louis XVI, les signes du zodiaque, les lys et les aigles royaux vont être peints un à un sur les 24 fuseaux du ballon. Près de 1000 mètres carrés de toile à décorer. Deux mois. Il a fallu 2 mois supplémentaires pour que Mercedes Taravillo, Guillaume de Montgolfier et leur équipe terminent la décoration de leur réplique. Pour l'assemblage de son ballon, Mercedes a choisi cette fois d'utiliser sa machine à coudre. On a vraiment tout tenté et très franchement, non, j'ai jeté l'éponge, c'était pas possible. Les frères Montgolfier ont pris donc le personnel de Réveillon qui était mis à disposition des frères Montgolfier. Moi, j'ai pas cette chance, hein, j'ai pas 100 personnes qui vont venir m'aider. Et pour un tel projet, après, ça se compte plus en mois, ça se compte en années. Hein. Bon, c'est pas possible. Raisonnablement, c'est pas possible. Au final, il aura fallu 5 mois pour réaliser la réplique du ballon d'Étienne et Joseph Montgolfier. Automne 1783. Le nouveau ballon à air chaud d'Étienne Montgolfier est prêt. Qui va oser monter à bord?
Pilâtre de Rosiers se porte candidat, mais Louis XVI, toujours en proie aux hésitations, est effrayé des périls de l'entreprise. L'idée, c'était que, pour la première fois, on devrait faire voler des criminels, juste au cas où. Mais certains, et spécialement Pilâtre de Rosiers, se sont levés pour dire « Vous ne pouvez pas faire ça. L'honneur d'être le premier homme à quitter la Terre ne peut pas revenir à un criminel. » Après 1 mois d'atermoiement, Louis XVI consent à la demande de Pilâtre, mais à une condition. Il ne veut pas être associé à un éventuel échec de ce premier voyage aérien. Le vol devra donc se faire loin de Versailles. 20 novembre 1783. Quand Benjamin Franklin arrive au château de la Muette ce matin-là, il voit Pilâtre de Rosiers et son copilote, le marquis d'Arlande, embarqués à bord de leur machine. Lentement, devant l'ensemble de la noblesse, le ballon quitte la Terre. Lorsqu'il arriva au-dessus de nos têtes, nous pouvions voir le feu, qui avait atteint une taille considérable. J'eus alors beaucoup de peine pour ces hommes, et les pensais en danger, risquant d'être éjectés de la nacelle ou bien brûlés. Pilâtre et d'Arlande rechargent le foyer situé au milieu de la coursive, en y jetant régulièrement de la paille. La montgolfière prend de l'altitude et les spectateurs, ébahis, la voient filer au-dessus de la Seine avant de disparaître. Mais Franklin avait raison de s'alarmer. Quelques minutes après l'envol, des flamèches atteignent le bord inférieur du ballon et menacent de le brûler. Ils avaient des éponges au bout de longs bâtons, et en regardant à travers les petites ouvertures en face d'eux, ils tamponnaient les parties brûlées à l'intérieur du ballon. Les 2 occupants ne maîtrisent pas vraiment la situation et décident d'atterrir en catastrophe. Qu'importe, ils ont réussi l'impensable. L'homme a désormais trouvé le chemin vers le ciel. Pour Étienne, la compétition est terminée. Pour son adversaire, Jacques Charles, ce vol n'a rien démontré. Pour lui, le ballon à air chaud des montgolfiers est trop lourd, trop archaïque, et le vol que vient de réaliser Pilâtre est ridiculement court. Comment imposer la technique des ballons à hydrogène? Il va inventer, en quelques semaines seulement, un aérostat qui fait référence encore aujourd'hui parmi les amateurs de vol au long cours. Xavier Wemmel est un adepte des ballons à gaz. Il a construit le sien en s'inspirant du ballon de Charles. En termes de taille, les 2 ballons, c'est assez similaire. Celui-ci fait 10,50 m de diamètre. Le ballon de Charles faisait à peu près 9 mètres. Donc on est dans le même ordre de grandeur. Le ballon de Charles et Robert avait un tissu très proche. C'est l'une des premières fois qu'on utilisait le caoutchouc parce qu'on avait besoin de quelque chose d'étanche et de quelque chose de souple. Là, t'es un peu près. Pour la rendre étanche, Charles a en effet enduit la légère toile de soie de son ballon avec le caoutchouc qu'on vient à peine de découvrir en Amérique du Sud. Il conçoit ensuite une soupape à ressort. Et ça s'ouvre de la façon suivante. Donc voilà, la même chose de l'autre côté. Ouvrir la soupape permet de laisser échapper un peu de gaz et donc de rendre le ballon plus lourd. Et ainsi, le ballon va descendre naturellement. Tout se passe très bien. À tout à l'heure. Alors oui, je pense que Charles faisait exactement la même chose. Les règles de sécurité, c'est bien de vérifier que tout ce qui est cordage ne va pas s'en mêler. Enfin, Charles fait tisser un filet qui emprisonne l'enveloppe du ballon. Depuis cette époque, les techniques des ballons à gaz sont restées inchangées. À un détail près, les aéronautes d'aujourd'hui ont abandonné les méthodes de fabrication de l'hydrogène du XVIIIe siècle. On va les rafler devant de temps en temps. Allez.
l'empereur. Lundi 1er décembre 1783. Seulement 10 jours après le vol de Pilâtre, la presse annonce le vol de Charles. Dans les jardins des Tuileries, on se bouscule, on grimpe sur les grilles, on escalade les murets. La cohue est indescriptible. La moitié de la population parisienne assiste à l'événement. Franklin est là, bien sûr, et participe à ce moment unique. C'était un vrai plaisir pour les yeux que de le voir s'élever progressivement au-dessus des bâtiments. Quel magnifique spectacle! Un autre témoin raconte « 200 000 hommes lèvent les bras au ciel. Les uns pleurent d'effroi pour les hardis physiciens. Les autres tombent à genoux, suffoqués de surprise, de terreur et d'attendrissement. » C'est toujours aussi fabuleux. Là, c'est plus fabuleux. C'est chaud. Chaud de chez chaud, attends. C'est chaud là. On est passé à 5 mètres des lucarnes. Charles, dans les 2 heures qui vont suivre, va entièrement découvrir comment piloter un ballon à gaz. Ça suffit de monter pour monter de quelques mètres. Pour descendre, je tire sur cette corde qui actionne la soupape. Et ça, c'est un système qui n'a donc pas changé depuis la fin du XVIIIe siècle. Les performances du ballon de Charles sont étonnantes. Dès son premier vol, cette machine parcourt plus de 40 km. L'aérostat atterrit dans la prairie de Nesle, dans le nord de Paris. Robert, le passager de Charles, débarque, laissant l'inventeur repartir seul pour un court vol, à la conquête d'un nouveau record. Intrépide, Charles va atteindre, selon le baromètre installé à bord, l'incroyable altitude de 3000 mètres. 3000 mètres pour un premier essai dans un engin qui n'a jamais fonctionné, c'est assez remarquable et impressionnant. 5 vols en quelques mois seulement. Les ballons des Montgolfier et de Charles ont montré aux hommes le chemin du ciel. L'aventure de l'aérostation n'est pour autant pas entièrement terminée. Ça va venir dessus. À Annonay, l'ombre des premiers inventeurs plane sur les derniers préparatifs du vol de la réplique. Ici, Et les inquiétudes sont encore très nombreuses. J'ai des énormes doutes vu le poids du ballon sur le fait qu'on arrive à créer assez de chaleur juste avec de la paille. Pourtant, eux, ils ont fait comme ça. Pourtant, eux, ils ont fait comme ça. Donc on verra. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le vol. Hein. Ça... Il n'y avait pas les lignes électriques d'aujourd'hui, il n'y avait pas l'infrastructure. Donc, moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète dans la vol complet. Enfin, on a une chance sur 100 d'être dans le bon axe, quoi. Je me suis posé la question, comme tout le monde, comme tous les pilotes qu'on est, qui va monter à l'intérieur du ballon, qui va être suffisamment suicidaire ou suffisamment aventurier pour aller essayer cette invention. Et pour le moment, ça reste une grande question. Enfin, pour voler, l'équipe a attendu 2 mois les conditions météorologiques optimales. Mais quelques heures seulement avant le vol, une mauvaise nouvelle tombe. Comme Louis XVI en son temps, les autorités aéronautiques ont refusé l'homologation du ballon, ce qui, de fait, interdit le vol libre. De toute façon, il faut le sortir tel qu'il est là. Seul un vol captif est désormais envisageable.
À l'époque, Pilâtre de Rozier avait lui aussi appris à dompter son ballon avec plusieurs vols captifs. C'est donc de bonne grâce que les pilotes de l'équipe se plient à cette exigence. En 1783, 2 grands mâts avaient été fixés de part et d'autre de l'enveloppe pour faciliter le gonflage du ballon. Ici, au château de Brogieux, c'est une grue qui assure cette tâche. Vous allez voir ici quelque chose qui ne s'est pas produit depuis très longtemps, de cette façon-ci en tout cas. Et, comme il y a plus de 200 ans, le gonflage du ballon se fait avec le combustible des premiers aéronautes. Ça s'est passé à peu près comme ça. Le combustible, c'était de la paille. Et puis on ajoutait quelques morceaux de viande avariée et un petit peu de laine de mouton. Mais au fil des jours, on a préféré la paille sèche. Ça sentait meilleur et puis c'était aussi efficace. J'ai pu prendre un peu de recul. La forme a l'air assez respectée. Donc belle émotion là, super. Ouais. Ça n'a pas été une grossesse facile, mais le bébé, non, il est beau. Il est beau. Là, il y a de la bonne fumée, là. Enlève. Allez, on enlève. Hop. Allez, rentre dessous. Au moment de l'envol, un brûleur à gaz moderne, installé sur la nacelle, prend le relais du brasier original. Hop là. On a opté pour le brûleur parce que ça n'aurait pas été suffisamment, surtout si on veut monter dedans. C'est une question de sécurité. Voilà. Mais si les conditions de sécurité sont idéales, elles n'empêchent pas les imprévus. Malgré les nombreuses précautions qui ont été prises, la corde qui maintient le ballon à la grue ne se décroche pas et interdit la libération du globe, au risque de provoquer son déchirement. L'incident sera vite oublié. Libéré du crochet qui le retenait prisonnier, le ballon se redresse, prêt à s'élever. Les cordes. Bon, les cordes. On y va. Bon. Comme Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlande, Mercédès et André, le doyen de l'équipe, éprouvent pour la première fois les capacités aéronautiques de leur réplique. Une expérience que réaliseront ensuite Guillaume, Jean-Claude, Tom et les membres de l'association. Bah là, on va commencer à avoir envie d'y aller pour de vrai, en fait. Hein. Tout le stress s'en va et Bravo bébé! Super, super. C'est émouvant de voir ce ballon. Le premier à avoir emporté un homme. Quel bonheur! Ça fait vraiment frissonner. Après le vol de Pilâtre, de Rozier et de Charles, l'engouement pour les ballons envahit toute l'Europe. Les inventeurs de tous bords se lancent dans l'aventure. Dans leur fièvre, ils imaginent des ballons aux formes insolites. Leurs inventions techniques sont sans limite et souvent sans grande utilité. Un dernier défi se prépare, car une nouvelle question se pose alors. Voler, oui,
Mais pour aller où? À quoi sert effectivement un aérostat s'il ne peut se diriger? Faute d'argent et de temps, les frères Montgolfier rentrent en Ardèche s'occuper de la papeterie familiale. 2 autres intrépides poursuivent néanmoins leurs rêves. Ils vont s'attaquer à un symbole, traverser la Manche. Réussir cet exploit, ce serait apporter la preuve que les longs voyages en ballon sont possibles. À Douvres, en Angleterre, le singulier équipage se prépare. Le Français, Jean-Pierre Blanchard, a construit un étrange ballon équipé avec des rames et un gouvernail. Son équipier, John Jeffries, est américain. Il déclare « Il est temps maintenant de développer et perfectionner ce fantastique potentiel ». Aujourd'hui encore, cette traversée est une prouesse. Le détroit est large de 35 km et les conditions météorologiques sont rarement excellentes. C'est ce défi que veulent à nouveau relever Tom Crouch et Xavier Wemmel. C'est un vol compliqué à réaliser. Par exemple, on attend un bon créneau météo depuis plus d'1 mois. Et en cette saison, c'est pas complètement étonnant. À l'époque, ils avaient eux-mêmes attendu de longues semaines jusqu'à presque cesser d'y croire avant de réussir à faire le vol et d'avoir les bonnes conditions. Il y a toujours des risques. Traverser la mer, forcément, c'est risqué parce qu'on n'a pas envie de tomber dedans, surtout qu'elle doit être plutôt froide. Après, on se donne l'illusion qu'on maîtrise le risque et on fait tout pour. On ne peut jamais être sûr à 100%, évidemment. Lorsque l'aube du 7 janvier 1785 paraît, le ciel est clair et calme. À peine plus d'1 an après le premier vol de Pilâtre de Rosiers, euphorique, mais sans doute aussi inquiet, Blanchard et Jeffries quittent le sol. Leur ballon s'avance lentement vers la mer. C'est magnifique. Nous sommes au même endroit que Blanchard et Jeffries. Quand vous regardez là-bas, vous pouvez voir Douvres et toutes les petites villes derrière. En fait, nous les voyons tels qu'ils les ont vus. C'est vraiment beau d'ici. Le vol des 2 hommes n'est pas de tout repos. Là encore, il leur faut tout apprendre. Essayer de se diriger avec le gouvernail, ne pas voler trop près de la surface de la mer. Les côtes françaises, en ce début de voyage, semblent bien lointaines. Les ballons vont là où le vent les emporte. Et il n'y a rien à faire contre ça. Mais à l'époque, ils croyaient que vous pouviez tracer votre chemin dans le ciel. Laissez-moi vous lire un passage du journal de Jeffries. À 2 heures, nous avons réalisé que nous étions en train de descendre rapidement. Nous n'avions plus le moindre lest. Du coup, nous avons lancé une rame et un gouvernail. Puis, nous avons décidé de nous déshabiller et de balancer par-dessus bord nos vêtements. Le ballon remontait à nouveau et nous vîmes grandir, au loin, cette charmante vision de la France. Jeffries et Blanchard ont lutté pendant toute la traversée pour garder une certaine altitude. Après 2h30 de vol, ils atteignent les côtes françaises. Ils ont réussi ce premier exploit aéronautique, même s'ils ne se sont pas vraiment dirigés. What altitude are we at now? 2,500 feet. Right, there it is.
Pour Xavier et Tom, la navigation est plus difficile. Le vent a subitement changé de direction et les emporte vers le nord, loin de Calais et des côtes françaises. Après 6 heures de vol, ils vont à leur tour toucher la terre ferme. Mais ils sont en Belgique. Leurs connaissances de la météo et de la navigation aérienne n'ont pas suffi pour réaliser le vol direct de Jeffries et Blanchard. Ça s'est passé bien, mais on a ramé. On a ramé sur le cap. C'était difficile d'avoir un cap qui nous amenait vers la terre. Et là, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas vrai, je vais rester en mer pendant combien de temps? C'était... ça faisait peur, quoi. Ça a été saisissant, quand même. Ça s'est fait par terre, vraiment. Ah oui. Plus de 2 siècles après le premier vol sur la Manche, il est toujours impossible de diriger réellement un ballon. Bah oui, parce que moi, j'ai passé par l'île, mais... To Jean-Pierre Blanchard and John Jeffries and us. They were great balloonists. They were indeed. Yeah. As are you. Le succès de Blanchard et Jeffries ne fait pas que des heureux. Depuis plusieurs mois, Pilâtre de Rozier tente lui aussi de traverser la Manche. Il est couvert de dettes et le roi, qui le soutient financièrement, s'impatiente. Au petit matin du 15 juin 1785, le premier aéronaute quitte la côte française. Mais après 27 minutes de vol, une flamme violette apparaît au sommet de son aéromontgolfière, un engin qui combine les techniques de la montgolfière et du ballon à gaz. La toile prend feu et la machine tout entière tombe comme une pierre. Les premiers arrivés sur les lieux du drame ne peuvent que constater leur impuissance. Pilâtre de Rozier et Romain, son compagnon d'infortune, ont rendu leur dernier soupir. Ils sont les premières victimes du monde aérien. Au regard de l'histoire, Pilâtre de Rozier reste le premier homme à avoir volé dans le ciel. Une première étape dans la conquête de cet espace inconnu qui sera suivie par les vols de Charles, Jeffries, Blanchard et quelques autres en seulement quelques semaines. Comme si le monde et les esprits avaient été prêts à faire cette découverte, à la vivre. En ce sens, l'aventure est collective. La montgolfière reste depuis cette époque un symbole de calme, un monde de rêve et de liberté.